Intertexte, Anne Garetta. un podcast animé par Arthur Segar. C'est un honneur aujourd'hui de recevoir Anne Garetta, professeure, écrivain, auteur notamment d'un roman culte des années 80 qui vient de reparaître tout récemment dans la très belle collection L'Imaginaire Gallimard, Sphinx, mais aussi de bien d'autres textes dont on va peut-être parler au cours de cette discussion. Et voilà, donc on a un petit questionnaire de Proust textuel. Très bien. Mais avant ça, il y a un petit rituel en quelque sorte cartomancien, puisque vous avez ici plusieurs cartes sur lesquelles j'ai écrit ou collé des petites phrases ou des questions. Donc je ne sais pas si... Et je dois en choisir combien ? On peut commencer par une, et si elle n'est pas satisfaisante, on pourra toujours en tirer une autre. On a droit à un joker. C'est ça. C'est ça qui est terrible avec les adultes, c'est de voir à quel point c'est des enfants qui ont arrêté. Arrêté de dessiner, arrêté d'écrire, arrêté de chanter, arrêté de jouer, arrêté de regarder, arrêté d'associer, arrêté tout. C'est une phrase de Guillaume Dustan. Oui, c'est une phrase de Guillaume Dustan dans Génie divin. Elle a parfaitement raison. Je pense qu'on pourrait même aller plus loin et dire que les adultes, c'est pas simplement des enfants qui ont arrêté. Ce sont des gens qui ont renoncé à être des enfants. Mmh. C'est pas simplement un arrêt, c'est un renoncement. Mmh. Donc arrêter de dessiner, d'écrire, de chanter, de jouer, de regarder, d'associer, d'arrêter tout, c'est exactement ça. C'est l'anesthésie générale de la perception, de la sensation, de l'imagination. Je pense que c'est ce que, disons, la vie sociale, la vie économique requiert de la plupart des sujets. Ce qui est curieux, c'est qu'il reste quand même parfois une nostalgie chez la plupart des individus, c'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'ils ont perdu quelque chose. Mais ils ne savent pas par où commencer pour le retrouver. Et il n'y a pas nécessairement les ressources sociales et culturelles, du moins elles sont rares, qui permettent à des gens qui sont devenus adultes, qui ont donc renoncé à tout un potentiel d'être, d'existence, de devenir, il y a très peu de ressources sociales pour leur permettre de le retrouver ou de le redevenir. Si on est optimiste, on peut dire que ils ont renoncé, mais c'est toujours là. C'est-à-dire que dans une couche de leur cerveau, dans une sorte de mémoire quasiment physique, si on les place dans une situation, dans un milieu, dans un environnement adéquat, alors en dessous de leur corps d'adulte, de leur esprit d'adulte, ils pourront peut-être retrouver quelque chose. Mais c'est extrêmement rare. Il faut des circonstances exceptionnelles. Et ce qu'il faudrait culturellement, et il faudrait penser la culture aussi, comme une série ou comme un éventail de dispositifs qui permettraient de descendre, ou plutôt de remonter, enfin monter ou descendre, en tout cas de se déplacer par rapport à cet arrêt ou cette fixation adulte. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut plonger dans l'immaturité la plus totale. Je pense que les enfants sont souvent beaucoup plus matures que la plupart des adultes qui ont arrêté de dessiner, arrêté d'écrire, arrêté de chanter, arrêté de jouer, arrêté de regarder et arrêté tout. La littérature, ça a à voir avec l'enfance, la pratique de la littérature, l'écriture. La pratique de l'écriture ou de la littérature a à voir avec toutes les potentialités des sujets humains. Pas simplement, ça peut être l'enfance, ça peut être l'adolescence, ça peut être l'âge adulte. Parce qu'il y a une manière, j'espère, d'être adulte qui n'est pas la manière de l'arrêt au sens du temps, ou la vieillesse, le grand âge. Et encore d'autres dimensions qui ne sont pas nécessairement inscrites sur la ligne chronologique
à laquelle on veut réduire la vie. Il y a toujours plusieurs vies en une vie, même chez des gens qui ne bougent pas et qui semblent avoir une vie monotone, casée, rangée, etc. On peut toujours revivre, vivre autre chose, vivre autrement, ressusciter. Tant qu'on vit et tant qu'on est vivant, on a la possibilité d'être vraiment vivant. Elle est présente à tout moment. C'est pas demain ou dans une semaine ou dans un an ou dans 10 ans qu'on s'accordera d'être vivant. On peut le décider là, maintenant. Alors, le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau? J'ai relu récemment Nietzsche. On va le dire en français, on va pas être pédant, on va dire Ainsi parlait Zarathustra, que j'avais lu il y a très 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 longtemps. Je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé, mais je pense que je n'avais pas entendu ce que maintenant j'ai entendu de ce qu'il dit sur la danse, sur la vie dansée, sur le potentiel, disons, chorégraphique de la vie. Et donc ça, c'est le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau. Ce qui m'avait irrité quand je l'avais lu à l'époque, c'était tout cet aspect, le philosophe qui veut être poète et qui s'adresse à une sorte de foule en prêchant en prophète. Mais en le relisant, je lui ai trouvé plus de subtilité que ce que j'en avais vu à l'époque quand j'avais 20 ans. C'est pas un prêcheur, même si on entend bien dans la phrase de Nietzsche toute la rhétorique de pasteur protestant dont il sort, cette tendance à prêcher. Il y a quelque chose en plus et qui n'est pas simplement l'incidence du romantisme allemand, c'est-à-dire la conjonction qui est... je commence à être pédante, je suis désolée. Non, mais c'est aussi peut-être l'espace pour ça, donc pas de souci. Donc, le fait que dans le romantisme allemand, vous avez deux choses qui se passent en même temps. Vous avez une théologie avec une réarticulation, en fait, du mode de lecture du texte sacré, et en même temps une production poétique. C'est le poète-prophète. C'est le fait qu'on ne peut pas discerner dans ce moment-là ce qui est de l'ordre de la prophétie et ce qui est de l'ordre de la poésie. Voilà. Et ça, c'est en réaction, bien entendu, au rationalisme, au supposé rationalisme français. C'est la réaction allemande au supposé rationalisme français. Bon. Et donc, on entend bien dans Nietzsche cette conjonction-là entre la rhétorique pastorale, prophétique, et la voix poétique. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'autre, et ça, c'était pas dans Zarathustra, c'était pas dans Ainsi parlait Zarathustra, c'était dans le gai savoir, qui est entièrement traversé et qui parle assez constamment le gai savoir, c'est le savoir des troubadours, c'est-à-dire d'une poésie provençale très très ancienne, bien avant les romantiques, totalement différente dans son rythme, dans sa manière d'être et d'envisager la langue, l'amour et la beauté du monde. Et donc il y a ça aussi chez Nietzsche, et c'est ça qui m'a frappé dans ma dernière relecture, et c'est pour ça que je l'ai trouvé beau. Il est arrivé à faire tenir ensemble des choses qui sont à des milliers de kilomètres de distance les unes des autres. Et c'est ça. Et c'est vraiment superbe. Voilà. Donc Nietzsche, le gai savoir et Ainsi parlait Zarathustra. Et donc, ouais, un philosophe qui est à la fois peut-être prophète, à la fois troubadour, mais qui n'est pas simplement uniquement un philosophe au sens classique du terme. Voilà. Pas uniquement un philosophe au sens classique du terme, et pas un philosophe qui prêche pour sa paroisse. Ou pour sa congrégation, puisqu'on parle de protestants. Là. Oui, alors peut-être je fais des associations un petit peu hasardeuses, Non, vous me direz, oui. Mais ça me fait un petit peu penser, donc là je me suis replongé dans vos livres pour préparer cette discussion. Vous êtes un homme sérieux. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est cette façon aussi que vous avez de faire de la littérature aussi par rapport à des modèles non littéraires. C'est-à-dire, on va avoir un narrateur qui est aussi DJ. On sait que c'est aussi quelque chose que vous avez pratiqué, que vous pratiquez peut-être encore. On a un récit qui a beaucoup à voir avec le BTP, le béton, le travail manuel. Donc il y a ces modèles-là, il y a la métaphore de la route, de l'automobile, de la voiture qui est très importante aussi pour vous.
Donc voilà, est-ce que c'est cette façon de faire contaminer le texte ou la littérature par des choses extratextuelles, c'est des choses qui pas une contamination. Qui vous parlent, ouais. C'est simplement, on le pense aujourd'hui, disons en France, dans la littérature française, comme une contamination, simplement parce qu'il y a une sorte de purification absurde et grotesque de l'espace d'expérience des écrivains et de la littérature. La littérature, elle ne cause pas que de la littérature. Il faut certes avoir lu un certain nombre de livres pour être capable de saisir les opérations qui sont engagées dans le fait de raconter une histoire et de la raconter avec un certain rythme, avec un certain rythme, parce que c'est une question de rythme. Mais il y a un monde autour de nous qui se fout des représentations de la littérature, mais qui demande à être perçu, qui demande à être saisi, réimaginé, ressaisi, et qui, sauf si on est simplement, je sais pas moi, quelqu'un qui n'a ni pied, ni jambes, ni corps, ni œil, ni tympan, ni peau, qui touche à nous et auquel nous touchons. Et la littérature, ça sert strictement à rien. Si c'est fait pour vivre dans un milieu de dessiccation intense, et ça, je vais insister là-dessus, c'est très important. Quand je voulais écrire depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui m'avait toujours arrêté jusqu'à un certain moment, c'était le fait que je n'avais pas, enfant, adolescente, lycéenne, etc., pas d'expérience du monde. C'est-à-dire, je ne savais pas ce qu'il y avait dans le monde. Et j'étais face à une feuille de papier, je me disais, je n'ai strictement rien à dire, parce que je n'ai strictement rien vécu. Que dalle. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que j'avais vécu un certain nombre de choses, mais il n'était possible de voir ce que j'avais vécu et ce que je vivais qu'à partir du moment où j'avais déplacé mon point de vue et où j'avais vécu autre chose, autrement, ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres milieux et selon d'autres modalités. Et donc j'ai passé, ma vingtaine, disons à partir de l'âge de 20 ans, j'ai fait absolument tout et n'importe quoi pour me déplacer par rapport à la position dans laquelle j'étais. Je me suis donné des coups de pied au cul, je me suis secouée et j'ai essayé d'aller voir autre chose que ce qui était là, quoi. Et dès ce moment, c'était une démarche littéraire? C'était voir autre chose pour écrire ou c'était aussi... Pour vivre aussi. Oui, pour vivre, ouais. Pour vivre. Aussi, ouais. On ne peut pas séparer... L'homme de l'artiste. Non. Non. Je vois pas comment on peut le faire. Tout à fait, ouais. Et donc, c'est pas une contamination, c'est simplement le monde, la vie et l'objet propre de la littérature. Ce qui veut pas dire que... et d'ailleurs, c'est plutôt au contraire. Ce qui ne veut pas dire que la formule du roman naturaliste est ce qui rend compte à la fois du monde et de la vie. Plutôt pas, d'ailleurs, à ce point-ci de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement recopier le monde, quoi, voilà, dans la littérature. Et il faut réellement en avoir une expérience. Et la forme, elle est à inventer, elle est prototypique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est je ne sais pas, avant de commencer à écrire, quelle forme ça va prendre. Oui, c'est l'invention des formes. Et c'est vrai que contamination, je reconnais que c'est un terme malheureux, mais disons, cette façon d'inventer des formes littéraires à partir de pratiques de DJ, de travail manuel, de voiture, de l'informatique. Voilà, prendre pour modèle ces choses-là qui, a priori, ne sont pas forcément... peut-être d'autres auteurs ne vont pas s'intéresser à ces formes-là. Non, mais je pense que c'est le seul moyen d'avoir une prise. Ouais. Il faut le faire pour pouvoir l'écrire. Quel est le texte qui parle le mieux d'amour ? Le problème, c'est... il y a beaucoup de passions diverses que l'on confond ou qui sont impliquées dans et avec l'amour. Et je pense que la littérature a très très bien saisi ou parlé un certain nombre de ces intrications. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un livre qui parle vraiment de l'amour.
Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est vraiment un nœud de tas de choses. Et il faut faire très attention à ce que l'on noue avec l'amour, parce que ça peut très très bien transformer l'amour en autre chose. En haine, en rivalité, en jalousie, bref, tout un tas de possibilités. C'est-à-dire, il est très facile de détourner l'amour, où on peut très très rapidement faire partir l'amour dans le décor. Et je ne sais pas, il faudrait vraiment que j'y réfléchisse plus à fond et que je relise. En plus, il y a beaucoup de formes diverses d'amour et qui peuvent très bien être impliquées dans une chose qui est un amour, mais qui n'apparaît pas initialement comme un amour. Enfin, donc, le problème, c'est que c'est un objet quasiment impossible à cerner ou à arrêter, on va le dire comme ça. Et c'est un objet complexe. Il n'y a pas d'amour pur, on va le dire comme ça. Et j'y reviens parce que c'est ça qui m'était venu à l'idée tout à l'heure. C'est à propos de la contamination de la littérature. Il n'y a pas de littérature pure. La littérature est impure, la langue est impure, et il en va de même avec l'amour qui n'est jamais pur. Voilà. Oui, je pense que tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a un texte qui vous viendrait, qui parlerait de l'amour, y compris dans son impureté, y compris dans son rapport avec d'autres passions Il y en a beaucoup, il y en a des tas qui nous donnent des formules diverses, divers alliages ou diverses formules du béton qu'est l'amour. Alors, c'est pas la même chose de faire un enduit de ragréage et de couler, de faire du béton précontraint. Enfin, oui, c'est la même chose, sauf que c'est... Chaque amour est unique. Non, même pas. Ouais. Même pas. Il y a des modèles différents. Oui, il y a des modèles différents. Le problème, c'est que je ne me suis jamais penchée sur un recensement, disons, exhaustif ou même un début de typologie. Ouais. Il faudrait y penser. Ça pourrait d'ailleurs être un assez joli livre. On pourrait s'asseoir et on pourrait se dire, OK, je vais chercher dans la bibliothèque et dans mon souvenir. Alors, bon, bien entendu, le problème, il est là. J'ai fait un exercice de cet ordre-là, mais non pas sur l'amour, mais sur la question du désir, et ça s'intitulait « Pas un jour ». Il faudrait peut-être que je le fasse sur, non pas le souvenir d'une femme ou autre qui m'aurait aimé ou que j'aurais aimé, quelque chose comme ça, plutôt que j'aurais désiré ou qui m'aurait désiré. Mais alors là, ça va être très compliqué. Mais d'ailleurs, même déjà dans Pas un jour, il y a un moment de basculement. Il y a au moins un des portraits où il y a une des nuits où le tu qui narre Pas un jour se rend compte que ce qu'elle croyait être du désir était en fait de l'amour. Et donc ce discernement-là, on n'en est pas assuré. Love is a stranger. Et dans Pas un jour, du coup, c'était cette idée de... Donc là aussi, l'invention d'une forme et se dire, chaque soir, je vais écrire 5 heures, il me semble, 6 heures. 5 heures. Voilà, avec ce temps délimité, se dire, je vais me souvenir d'une femme, d'une personne que j'ai désirée. Ou qui m'a désiré. Mais du coup, voilà, alors, c'est pas forcément possible de tirer une conclusion de cet exercice-là, mais est-ce que à la fin, l'idée, c'était que chaque désir... Voilà, était peut-être pas forcément unique, mais voilà, avait quand même une forme d'unicité. Ouais. Il était individué. C'est pas qu'il était unique. Unique, ça impliquerait trop de... Voilà, d'une sorte d'absolutisation de la chose. Voilà. Ouais. Mais il était individué, c'est-à-dire qu'il avait des particularités concrètes qui n'étaient pas nécessairement reproductibles et qui étaient inhérentes à la fois sa signification et son effet dans la vie et dans l'affect de la personne qu'il a rencontrée. Et donc, c'est pas unique, mais ça doit être individué. Autrement, ça fait chier tout le monde. Et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il n'y a pas de grand désir avec un grand D subsumé, etc. Non. C'est des rencontres, des sensations, des passions individuées. Voilà. Alors, là aussi, c'est extrêmement large.
un texte qui provoque la réflexion. Un texte qui provoque pas la réflexion, c'est Voilà, même pas la est-ce que peine c'est de un l'ouvrir. Hein. C'est pas la peine de l'ouvrir. C'est pas la peine de se fatiguer à perdre ne serait-ce que 30 secondes de sa vie. Alors le problème, c'est de temps en temps, on ne sait pas. C'est-à-dire avant d'avoir commencé à le lire, on peut pas savoir vraiment si le texte fera réfléchir ou ne fera pas réfléchir. Bon, donc on va dire simplement qu'un texte qui ne fait pas réfléchir, ça ne sert strictement à rien. Et que si on lit simplement pour s'anesthésier et pour ne pas réfléchir, c'est peut-être pas le meilleur usage qu'on puisse avoir des livres. Maintenant, réfléchir, c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant. Et c'est comment faire, quand on écrit, pour donner à réfléchir sans que ça devienne soit une torture, soit un exercice commandé ou imposé, un pensum, quoi. Donc, comment réfléchir sans pensum? Donc, comment penser sans pensum? Mais ça, c'est pas facile. Ouais. Alors, des textes qui donnent à réfléchir, il y en a plein. Il y en a beaucoup, heureusement. Tout bon écrivain fait réfléchir. Il n'y a pas besoin d'être philosophe pour faire réfléchir, d'abord. Et les philosophes ne sont pas toujours ceux qui réfléchissent le mieux. Tout grand texte de littérature fait réfléchir. Et les gens les plus intelligents d'une époque ont souvent été des écrivains. Flaubert a plus compris de son époque que tous les philosophes de Sorbonne. Et Rousseau a mieux perçu tout ce qui se profilait dans la bascule des Lumières que tout le reste des Lumières, parce que c'était un écrivain beaucoup plus fort que les autres. À l'exception de Diderot, of course. Oui, et c'est d'autant plus intéressant que à cette époque-là, il n'y avait pas de distinction claire entre littérature et philosophie ou littérature et sciences humaines, qui est un concept qui est apparu plus tard. Et qui a été un effet de la professionnalisation et de la construction disciplinaire de l'université. Mais alors justement, c'est assez intéressant puisque vous travaillez à la fois à l'université et vous êtes à la fois écrivain. Donc est-ce que vous sentez que ces deux activités qui ont rien à voir entre elles, est-ce qu'il y a des communications? Est-ce qu'on réfléchit mieux paradoxalement en écrivant de la littérature dans des articles ou des conférences universitaires? Alors, la question encore plus compliquée pour moi parce que j'ai pratiqué deux espaces universitaires ou académiques différents en France et aux États-Unis. Et les normes ne sont pas les mêmes. Les normes de fonctionnement professionnel ne sont pas les mêmes en France et aux États-Unis. Et même le style d'écriture ou de rédaction des conférences, des articles, est différent. Il y a en plus, et c'est relativement récent, quand j'ai fait mon apprentissage intellectuel, disons en France, dans les années 80, les intellectuels et les universitaires étaient encore capables de parler, même avec un style un peu, disons, un peu plus soutenu, à un public qui était un public, pas simplement un public cultivé, mais un public qui avait un appétit pour la pensée et qui vivait encore dans l'idée, ou peut-être l'illusion, qu'il y avait quelque chose à penser. Je crois que ça a été toute la génération qui est arrivée dans l'après-guerre en France a été semée de pensées. Ce qui s'était passé juste dans les 50 années qui avaient précédé le moment de leur maturité. Ils ont été obligés de le penser. Il fallait faire l'effort. Et donc, il y a eu un moment qui a été extraordinaire dans la vie intellectuelle en France, où il y a eu une floraison, comme il s'en rencontre de temps en temps dans l'histoire, et où on a essayé de penser des choses.
Et ça, dans les années 80, c'est déjà en train de retomber, sauf que je suis arrivée juste à la charnière, à la jonction. C'est-à-dire que j'ai vu à la fois l'ambition de penser des choses. Parce qu'autrement, nous allons être engloutis par la catastrophe. Et nous avons réchappé de peu d'une catastrophe intégrale. Enfin non, nous avons plongé dans la catastrophe intégrale et on ne sait pas par quel miracle. On ne s'est pas englouti entièrement, ou tout n'a pas été englouti, même si beaucoup a été englouti dedans. Non. Donc ça, il fallait le penser sous une forme ou sous une autre. Et on ne comprend pas autrement ni Deleuze, ni Foucault, si on ne comprend pas l'urgence qu'il y a eu à faire ça. Et puis, années 80, tout ça, c'est bien trop fatigant. Ça nous amène à des réflexions ou des pensées qui sont un peu dures à soutenir. Et qui, si on les regarde en face, commencent à tirer un peu. Donc, ça a changé. Mais vous remarquerez une chose, c'est que dans la prose de la seconde moitié du XXe siècle, en France, Foucault est un styliste incroyable, extraordinaire. Et alors Deleuze, c'est un peu, il est plus technique, il n'a pas la même élégance. Barthes fait des choses qui, même si elles sont de temps en temps un peu entortillées, qui sont pas inintéressantes en termes de chorégraphie du concept, on va dire comme ça. Okay ? Ça, c'est la question de Nietzsche. Quand vous regardez une pensée, un livre, etc., est-ce qu'elle se danse ? Est-ce qu'elle danse ? Bon. Eh ben, on peut dire que dans la deuxième moitié du XXe siècle en France, il y a des pensées qui ont vraiment dansé. Et on peut dire, on peut réellement considérer Foucault comme un écrivain. Et il a retrouvé quelque chose de cette, de cette tension profonde entre la logique et la poétique, entre la philosophie et la littérature, qui caractérise le XVIIIe siècle et qui en fait un endroit absolument extraordinaire, étincelant. Un paragraphe de Rousseau s'est charpenté comme presque rien d'autre. Et c'est d'une clarté et d'une limpidité, mais en même temps, pour arriver à déplier toutes les implications de cet enchaînement, pas à pas, de phrases, de propositions, avec des cadences qui tendent tout ça sur l'espace d'une phrase, d'un paragraphe, d'un chapitre et d'un livre entier, c'est extraordinaire à voir. Ça, c'est une pensée dansée. Et on a un peu perdu la danse, on a oublié comment danser après ça. Ouais. Exact, mais de temps en temps, on le retrouve. Et vous avez l'impression que peut-être aux États-Unis, où il y a peut-être un peu plus de créativité, non, là, ça a sombré dans l'absolu jargon. Ce qu'on appelle la théorie aux États-Unis, et je vais le dire d'une manière absolument brutale, c'est des gens qui récitent un catéchisme de philosophie qu'ils sont incapables d'entendre. Si on fait des génuflexions, on balance le jargon, on croit qu'on a pensé, on a juste balancé un peu d'eau bénite. Et il y en a au kilomètre. Et quand il faut écoper ces tonnes, ces masses, ces écuries d'augias, de trucs qui ne sont ni pensés, ni articulés, et qui se contentent simplement d'enfiler comme des perroquets stochastiques des gros mots, c'est fatigant. Voilà. Bon, je l'ai dit, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais, donc plus personne danse aujourd'hui dans la pensée. Il y en a encore. Si, j'ai d'excellents étudiants qui, justement, essayent d'échapper à ça. Le problème, c'est quand vous êtes face à un impératif qui est un impératif de spéculation financière, qui est publish or perish. Oui, c'est ça. Publier ou périssez.
eh ben, vous faites de la drouille au kilomètre. Okay, c'est-à-dire qu'avant même l'invention de ChatGPT, ces gens se sont transformés en perroquets stochastiques. Ils ont fait du moins bien d'ailleurs, parce que ChatGPT est très 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 puissant comme outil, mais c'est grosso modo du ChatGPT. Mais ça a la même relation à la langue, au savoir et au monde que ChatGPT. ChatGPT, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. ChatGPT n'a ni oreille, ni peau, ni yeux, ni corps, et peut raconter n'importe quoi, tout simplement parce que ChatGPT est hors sol. ChatGPT, il n'y a aucun problème. Il est dans la purification absolue de chaîne de symboles. Voilà. Eh bien, avant même ChatGPT, c'était ça qui se passait. C'était chaîne de Markov. Et comme quelque chose a déjà été dit, eh bien, la probabilité qu'il soit répété jusqu'à plus soif comme un catéchisme, elle augmente vertigineusement et exponentiellement. C'est ce qu'on disait sur le fait que pour faire de la littérature, voilà, faut avoir une sensibilité du monde, une expérience du monde, et que voilà, embrasser l'impureté des choses, et que dans l'université peut-être voilà, on cherche une pureté qui du coup est stérile. Mais c'est même plus une pureté, c'est simplement il faut produire, et il faut produire vite. Ouais. Donc c'est la chaîne de montage. C'est l'incidence du capitalisme et du mode de régulation capitaliste sur tous les processus de la vie sociale humaine. On optimise tout. On maximise l'intérêt, quitte à produire des externalités négatives absolument terrifiantes. Donc, grosso modo, on va foutre le feu à la planète pour pouvoir augmenter le taux d'EBITDA de l'actionnaire. Puis c'est tout, c'est simple. Non, mais oui. Et personne n'ira mettre le nez à sa fenêtre pour voir le monde en feu. On regardera sur un écran les courbes qui montent. Aucun problème. Oui, c'est vrai. On enchaîne sur un autre sujet. Un texte que vous auriez voulu avoir écrit. Il y a plein. À la limite, je suis devenu écrivain en me disant qu'est-ce que je voudrais écrire qui n'a pas déjà été écrit. J'aurais voulu pouvoir écrire quand même les 3/4 des livres qui sont sur les rayons de ma bibliothèque. S'ils sont sur les rayons de ma bibliothèque, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Un truc que j'aurais vraiment... Oui, non, il y en a un que j'aurais vraiment voulu avoir écrit. Un seul. Un cœur simple de Gustave Flaubert. Ok. Celui-là, il est renversant. C'est un choix intéressant, parce que c'est pas c'est l'éducation sentimentale, c'est pas Madame Bovary. Non. Celui-là, c'est un concentré absolument parfait. Je le relis. Et je sais pas à la combienième lecture j'en suis. Je l'ai enseigné d'ailleurs, j'ai mis au programme souvent dans les cours que j'ai fait à la fac en France en licence. Je l'ai lu et relu, je l'ai analysé, je l'ai donné à analyser à mes étudiants, je leur ai fait faire des explications de texte, des commentaires composés, des machins, etc. Et je pensais à chaque fois naïvement que, là j'ai fait un commentaire composé d'enfer, là j'ai fait une explication de texte, c'est la 8e fois que je fais l'explication de texte, et bon, je le relis et il y a un truc qui m'apparaît et que je vois, tellement la densité fractale des opérations de Flaubert dans ce texte est grande. Chaque mot, une sorte de point nodal. Vous voyez, en théorie des graphes, ce que font d'ailleurs les modèles, les grands LLM, c'est grosso modo, vous avez une matrice à des tas de dimensions avec un n à n dimensions, n étant un très grand nombre. Et bien, Flaubert, c'est exactement ça. Chaque mot, autour de chaque mot, il y a une matrice à n dimensions qui rayonne dans la totalité du texte, dans le reste de l'œuvre de Flaubert. Et donc, vous êtes dans un point où vous êtes
au centre à chaque fois. Ça rayonne tout autour de vous et la circonférence n'est nulle part. C'est vertigineux. Quand on arrive à écrire un truc comme ça, et quand à force de lecture, on arrive à percevoir un truc comme ça dans un texte. C'est ce côté inépuisable du texte malgré la C'est plus brièveté. qu'inépuisable. Ouais. C'est plus qu'inépuisable. C'est un concentré, c'est une sorte de cristal où tout est imbriqué, impliqué. Et vous ne pouvez pas, parce que chaque chose qui éclaire ce cristal va produire des interférences diverses, des diffractions diverses de la lumière dans ce cristal. Donc vous ne verrez jamais deux fois la même chose. Et c'est prodigieux à voir. Et je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Enfin, j'ai regardé les brouillons de très très près. J'ai regardé les brouillons d'un cœur simple. Il y a, je sais pas, il y a 25 versions de la première page. Alors, il écrivait à la plume d'oie, Gustave Flaubert. C'était le contraire de Nietzsche, qui était un des premiers à taper à la machine, comme... Je ne vais pas vous faire de la réédition pédante. Non, mais c'est important avec quoi on écrit. Et voilà, est-ce que l'écriture peut danser plus facilement avec une plume d'oie ou à la machine ou sur un ordinateur? C'est vrai que c'est encore une question. Je pense que la machine à écrire était encore un bon instrument. Il est possible, pour moi, j'ai pu écrire à la machine à écrire, mais l'ordinateur, pas bon. N'est pas bon du tout parce qu'il n'y a pas de profondeur à la chose. On n'est pas en 3 dimensions. Ça bouge tout le temps et donc il est impossible de ressaisir la phrase et ça se perd dans les sables. Donc écrire à l'ordinateur, non. On finit par écrire n'importe quoi, au kilomètre. Il n'y a plus de structure, ça dilue la structure, sauf si on arrive à la ressaisir en mémoire. Mais pour la ressaisir en mémoire, ça demande du travail. Vous écrivez à la main? Parce qu'il Oui. y a un de vos livres, je me souviens plus. Alors c'est justement, c'est pas un jour que j'ai fait. Mais ça, c'était de propos délibérés. C'était parce que... C'était à cause de cette contrainte de temps, de se dire 5 heures et ne pas revenir sur le texte écrit. Voilà. Ouais. Mais en réalité, ça m'a demandé une sorte de très étrange mécanisme. C'est un truc... Pour l'écrire, il faut que je puisse avoir, que je puisse voir dans l'espace les choses que je mets en place et les linéaments que je trace. Okay. Donc, entre ma main et mon cerveau, il y a une bonne connexion. Et ça me permet de tenir un fil. Sur l'écran, comme tout bouge tout le temps, je perds ce truc. C'est-à-dire, je n'arrive pas à fixer une trace sur l'écran. L'écran ne fait pas trace pour moi. Et donc, pour écrire Pas un jour, sur un clavier et un écran, j'étais obligée... Donc, le principe, c'était, si je jette simplement en avant les phrases, je ne peux jamais revenir en arrière. Mais d'un autre côté, dès que j'amorce une phrase, alors je suis embarqué, engagé, et je ne peux pas savoir par avance où la phrase va me mener. Donc, ce que j'étais obligé de faire, j'étais obligé de tenir en main le fil du texte que j'étais en train d'écrire. Donc, on jette une première phrase devant soi, on la relit, et puis en la tenant en mémoire, on jette la suivante. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'étais obligée de rembobiner jusqu'au début du texte. Et donc, pendant 5 heures d'affilée, c'était essayer de tenir en mémoire, working memory, un texte qui était de plus en plus grand. Donc, j'étais obligée de passer par des répétitions absolument délirantes pour arriver à tenir mon fil. Ce qui est assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça que ça a pu marcher. Oui. Voilà. Après, vous êtes revenu à... Oui, non, parce que ces 5 heures de concentration-là, elles devaient être vraiment concentrées pour arriver à produire quelque chose. Non, ensuite, je suis revenu à mon truc standard qui est écrire à la main. Ce d'autant qu'il peut m'arriver de prendre des notes, d'écrire des fragments par-ci, par-là, alors que je n'ai pas mon ordinateur sous la main. Alors qu'un carnet et un stylo, j'ai toujours ça sous la main. Un texte à offrir.
Le problème, c'est que pour qu'un cadeau ait du sens, il faut qu'il soit spécifique à la personne à laquelle vous le destinez. Donc, c'est pas les cadeaux de Noël où on va à la librairie, comme de toute façon on ne sait pas quoi offrir, on regarde sur les... et puis on prend le dernier... La meilleure vente. Voilà, la meilleure vente. Non. Pour que un texte soit vraiment offert, il faut qu'il soit offert à une personne précise, en mémoire ou en notation d'un moment précis. Donc je ne peux pas vous dire, parce que encore une fois, il faudrait que ce soit individué pour avoir du sens. Et donc ce sera simplement la rencontre entre un moment, une personne, et le désir d'offrir à cette personne quelque chose, voilà, ce texte-là, parce que il aura diffracté quelque chose, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a, sans forcément citer de personne, un texte que vous avez offert ou qu'on vous a offert que vous pourriez citer Quelqu'un vient de m'offrir, juste, à l'instant, juste avant que je vienne ici, une très belle édition de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et c'est un cadeau parfaitement individué. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est touchant. Ouais. C'est un beau cadeau. Ouais. Alors qu'elle sait très bien que j'ai déjà lu ce texte. Lu ce texte, que j'en ai un nombre d'éditions non négligeable. Certaines, presque toutes à noter d'ailleurs. Donc ça aussi c'est beau. Ça signifie quelque chose de particulier. C'est signifier le désir que je relise ce texte sous une autre forme, dans une autre lumière, et que ce texte devienne pour moi individué autrement. Ou soit pour moi individué autrement par le cadeau qui m'en aura été fait. Ce qui est assez subtil, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est vrai que... Et c'est vrai que, un peu comme Un cœur simple, c'est un texte auquel on peut revenir sans limite, quoi. Superbe. Et aussi, la quantité de découvertes qu'on peut faire à chaque page. Enfin, se dire qu'un cerveau humain, qu'un sujet humain, ou plutôt qu'une personne humaine, puisse à un moment donné de l'histoire faire quelque chose qui est aussi impliqué et en même temps en apparence aussi simple, avec une rigueur parfaite et avec un rythme absolument incroyable. Non, c'est pas mal. C'est la seule chose qui me prévient de sombrer dans la misanthropie la plus totale. Oui, et c'est intéressant que entre Flaubert et ce texte-là, ce soit des textes, en effet, d'une sorte d'évidence. Voilà, je fais ce geste d'une ligne avec la main. Ligne claire. Voilà, c'est ça. C'est une traversée lucide de quelque chose. Ouais. Il n'y a pas d'efféterie, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'hystérie dans tous les coins. C'est tenu sur une ligne claire et lucide. Et tout ce qu'il y a en dessous, ce sont des abîmes on descend dedans et autant la surface est claire, autant en dessous, il y a une sorte de vertige qui peut prendre. Je vous raconte ça très métaphoriquement, mais c'est une sorte de... Comment dire ? C'est la sensation qu'on peut avoir quand on lit un texte. Il y a des sensations qui sont des sensations physiques quand on lit un texte et qui n'ont rien à voir avec ce qui est représenté, ce qui est ostensiblement décrit ou raconté. Mais il y a quelque chose dans la prose qui vous fait un effet physique. C'est très difficile à décrire, mais c'est réel. Non, oui, je vois. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'avez ressenti déjà. Ouais. Bah, c'est vrai que sur des textes comme La Princesse de Clèves, alors même que c'est vrai que ça pourrait être loin de nous, cette histoire d'une femme habitée par ce remords, voilà, qui est
complètement peut-être anachronique aujourd'hui, mais voilà, en effet. En effet. Ce vertige, ouais. Voilà, ce vertige-là. C'est assez étrange. Alors oui, je sais même pas si on peut gloser encore sur ce vertige-là, donc on peut peut-être passer au texte dans lequel vous aimeriez vivre. Si ce texte existe. Si je devais vivre dans quelque chose, ce serait pas dans un livre. Ce serait soit dans un très beau tableau, soit dans une très belle musique. Si c'était un tableau, ce serait un tableau de Claude Le Lorrain, XVIIe siècle, un de ces paysages imaginaires où vous voyez une sorte de palais romain, enfin c'est un truc qui n'existe pas. Il a mis un palais romain à Venise ou sur un bord de mer, dans une lumière qui est totalement somptueuse. Il y a à Londres, à la National Gallery, juste à côté l'un de l'autre, vous avez Claude Le Lorrain et Turner. Et la trace entre les deux est évidente. Cette lumière-là, c'est... je vous en parle et je vois cette lumière et je peux me voir dans ce tableau, ou dans la lumière de ce tableau-là, qui est un grand tableau, mais absolument somptueux. Si j'étais très, 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 très riche, c'est ça le tableau que j'achèterais. C'est ça le tableau que je ferais voler par une équipe. Ok, ben on saura si voilà, le tableau est volé. Si le tableau disparaît, on pourra le retrouver chez moi. Non, ça c'est... Et la reproduction du tableau est très très belle, mais il faut être en face de ce tableau précis pour être dedans. Donc voilà, ce serait un tableau. Ce serait Claude Le Lorrain. Et puis, si c'était une musique, il y a plein de musiques dans lesquelles j'aimerais vivre. Sauf que ça change tout le temps. Autant le tableau, je sais que je pourrais y vivre longtemps, autant la musique, ça dépend de l'heure du jour. Ça dépend de mon état aussi émotionnel ou affectif. Mais il y a plein de musiques dans lesquelles je pourrais ou j'aimerais vivre. Je ne vais pas vous faire une liste, je ne vais pas vous faire une playlist. Une petite playlist, un petit DJ set. Non, pour vivre dans la musique, il faut des trucs un peu moins agités que les trucs de DJ set. Oui. Voilà. Il faut des trucs un peu plus contemplatifs. Là, j'ai passé la semaine dernière à vivre dans les Gnossiennes de Satie. C'était pas mal. Ça, c'est parfois un peu, comment dire... Parfois, ça soigne la mélancolie et parfois, ça l'accentue. Et on ne sait jamais, avant de commencer à l'écouter, quelle va être... Ça peut basculer d'un truc à un autre, d'un affect à un autre très très rapidement. Quoi d'autre ? Il y a des très beaux morceaux de Bach dans lesquels je me sens très bien. Shostakovich. Et il y a... Alors c'est un peu plus extrême, des pièces pour percussion de Xenakis, où je me sens très 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 bien. Et là, je pense que je pourrais y passer pas simplement un moment mais beaucoup de temps. Quasiment m'y installer en villégiature. Voilà. Et donc pour le tableau, c'est vraiment c'est par la lumière que ça passe. Par la lumière que ça passe. Ouais. C'est pas la représentation, c'est la lumière. Et aussi l'architecture qui capture cette lumière. Donc c'est pas la représentation, c'est... Ouais. Il y a un bateau, il y a des bateaux, il y a des palais romains, il y a des quais, il y a une quasi-lagune. C'est l'impression de l'espace. Voilà, c'est l'impression de l'espace.
Je trouve ça intéressant qu'il n'y ait aucun texte qui donne l'équivalent de reproduise soit ça. cette lumière, soit cette spatialité, soit la musique à ce point-là, au point qu'on aurait envie d'y vivre ou de s'y installer en villégiature. On pourrait dire on pourrait désirer vivre dans la rythmique d'un écrivain, mais pas dans le livre. Dans le livre, il y a tout un tas de trucs qui se passent, c'est extrêmement agité. Vous avez des personnages, vous avez trop d'informations à traiter. Ouais. Voilà. Il y a trop de drames. Même chez des écrivains un peu moins agités du bocal. Non, on pourrait vivre dans certaines cadences, dans la cadence de certains écrivains. Voilà. Mais là, on est de retour dans la musique. Et il faudrait pouvoir abstraire ces cadences de tout ce que charrie, parce que c'est très, très, très... c'est très impur. C'est ça le problème de la langue. C'est un feuilletage où il se passe des choses dans des couches différentes, superposées, et qui sont en phase ou qui sont hors phase. Et le problème, ce qui donne un rythme, en fait, dans une phrase, ou dans un morceau de prose, c'est toutes ces dimensions qui ont à voir avec, disons, la prosodie, avec la sémantique, avec la syntaxe, avec tout un tas donc de dimensions, les niveaux de langue, etc. Et en fait, pour que une phrase ait du rythme, ce fameux rythme dans lequel on voudrait vivre, toutes les opérations de l'écrivain, c'est d'arriver à superposer et à faire tenir ensemble, soit bien calé à l'unisson, soit décalé et hors phase, la syntaxe, la sémantique, la prosodie et quelques autres niveaux supplémentaires. Okay, mais au moins ces trois-là ensemble et les faire jouer les uns par rapport aux autres. Okay, donc il faut arriver à mixer 3 flux dans une phrase. Et ensuite, à faire tenir le flux sur la distance d'un paragraphe, et ensuite d'un chapitre, et ensuite d'un livre. Et ça ne peut pas être toujours calé directement l'un sur l'autre. Il faut qu'il y ait des déphasages pour qu'il y ait du rythme. Il faut qu'il y ait des trucs, des coupures, des moments où ça craque. Donc voilà. Et vous n'avez pas d'exemple de quelqu'un qui arriverait à faire ça? Ce serait un texte idéal. Il y en a plein. Enfin, il y a Flaubert. Flaubert. Bah oui. Rousseau, les phrases de Rousseau, la phrase de Madame de Lafayette, il y a le tempo. Un écrivain a un tempo, un écrivain a un rythme. S'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'écriture. Donc c'est plutôt dans des phrases que vous habiteriez? Plutôt dans des phrases, ou alors sur le long cours. Si un écrivain arrive à tenir un rythme avec des fluctuations rythmiques intéressantes sur un chapitre entier, ou alors sur À la recherche du temps perdu. Vous plongez n'importe où dans le livre et vous êtes porté. Alors on finit sur une carte blanche, donc je ne sais pas s'il y a un autre texte ou autre chose dont vous vouliez peut-être parler pour conclure. L'horizon des possibles est grand ouvert, peut-être un peu trop. Un peu trop, parce que là, j'ai déjà du mal à faire le tri quand vous me posez une question précise. Mais alors là, je suis... Derrière vous, il y a Jeanne Dillman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, le film by Chantal Akerman. Il y a un photogramme. Il y a Delphine Seyrig, assise à une table avec des objets du quotidien. Une très belle affiche, c'est ma copine qui l'a achetée et qui l'a fait encadrer. Et elle orne le salon. Elle est superbe. Ouais. Alors, je ne voudrais pas vivre 23 quai du Commerce. Oui, c'est pas le meilleur quartier de Bruxelles. Non, mais même dans le film. Oui. Et ce quotidien-là. Oui, dans ce quotidien-là. Il y a quelque chose que j'ai toujours admiré avec Chantal Akerman. C'est l'économie de moyens et le résultat somptueux de cette économie de moyens. Quand j'étais jeune, j'ai vu un certain nombre de films de Chantal Akerman qui sont réellement gravés. Enfin, il y a des trucs qui sont gravés dans ma mémoire. Il y a des plans, par exemple, de Je tue, il, elle, qui sont
précisément visible. Là, je vous regarde et il y a un effet de surimpression. Enfin, ça aussi, c'est très curieux. Il faudrait... Comment est-ce qu'on peut être à la fois... Vous voyez, là, nous sommes face à face, et en même temps... Il y a peut-être un film qui défile voilà, il y a des films entre nous. Ouais. Il y a des films où il y a des images qui passent entre nous. Il n'y a pas d'écran, et pourtant, il y a une sorte de projection comme ça. Vous me parlez de quelque chose, je vous parle de quelque chose. Hop, on fait projecteur sur un autre corps. C'est très curieux. Donc, oui, si je devais penser à n'importe quel autre texte, je pourrais penser, par exemple, à Chantal Akerman. Je pourrais penser à des films qui ont été... que je pourrais projeter, là, entre nous. Parce qu'il y en a des... Il n'y a même pas besoin de voir le film ou d'un écran, on peut juste les projeter imaginairement dans l'espace. Voilà, on peut projeter imaginairement certains films dans l'espace. Et c'est ça la marque d'un très, très grand film. Si vous pouvez vous en projeter des séquences entières dans l'espace imaginaire, virtuel, en face de vous. Même pas contre un écran, et même pas en fermant les yeux, mais en gardant les yeux ouverts. Un film qui est suffisamment fort, qui a suffisamment impressionné à la fois la pellicule et la surface sensitive de votre être, en commençant par la rétine, pour pouvoir être reprojetable à volonté. On y pense et il est là, par séquences entières. Mais il y a des séquences entières d'Akerman, et pas simplement les films que j'ai vus quand j'étais jeune, mais d'autres que j'ai vus alors que mon cerveau était déjà beaucoup plus fatigué, qui sont là. Il y en a d'autres, par exemple des films de l'expressionnisme allemand. Voilà, donc ce genre de texte-là. Un texte cinématographique. Texte plus, image. Oui, un truc qui est... comment dire ? Un truc qui est une projection. Un truc qui est un dispositif optique de capture de la lumière en mouvement et qu'on peut inverser dans une projection. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Je ne peux pas le définir autrement. Et ça fonctionne qu'avec le cinéma ? Ça dépend ce qu'on appelle le cinéma, parce qu'il y a des tas de choses qui, sans être nécessairement... comment dire ? Ce qu'on appellerait, qui ne sont pas canoniquement ou normativement du cinéma, qui sont encore du cinéma. C'est pareil avec la littérature. Et vous pensez à quoi, par exemple ? Des choses qui ne seraient pas canoniquement du cinéma, mais qui en sont quand même, ou qui ne sont pas canoniquement de la littérature, et qui pourraient en être ? Ça devient difficile comme relance, question. Là. Sur des voies. Et je trouve ça intéressant. Je pense que ça va avec cette idée de l'impureté générale. De l'impureté. Voilà, le cinéma, c'est pas forcément le pur cinéma. La littérature, c'est pas la pure littérature. Non, et c'est pas le média ou le médium qui fait l'art. On va le dire comme ça. Il y a un art du cinéma qui est décollable, séparable du médium cinéma historiquement constitué. C'est la même chose pour la littérature. Il y a un art et la preuve, c'est que on reconnaît très bien, on va revenir à Flaubert, on reconnaît très bien qu'il y a un cinéma de Flaubert. Ou, pour le dire autrement, que le cinéma a emprunté à Flaubert un certain nombre de techniques de montage en parallèle, etc., etc. Bon. Donc l'art, il est distinct du médium, et c'est pour ça qu'on doit pouvoir faire du cinéma avec n'importe quoi et de la littérature avec n'importe quoi. Monique Wittig disait par exemple que le cinéma, ça coûte cher. Donc qu'elle avait fait du cinéma avec du papier et un stylo. Mais c'est parfaitement exact. Vous pouvez aussi regarder des films qui sont des films à la limite en fait de la définition de ce que c'est qu'un film. Vous regardez La Jetée de Chris Marker, il n'avait pas suffisamment d'argent pour avoir de la pellicule, il a pris des photos, il a inventé des manières de faire avec de la photo pour faire du cinéma. Et il y a quoi ? Il y a 25 secondes de film à l'intérieur de son cinéma.
Pourtant, c'est du cinéma. Et pourtant, c'est un des plus beaux films Voilà. qu'on puisse imaginer. Voilà, par exemple. Donc, il y a des possibilités de ce côté-là. Ouais. Et vous-même, vous faites un peu du cinéma dans votre littérature ? Mon truc, c'est plutôt la musique. Ok. Mais non, il y a des aspects visuels qui sont assez... Enfin, j'ai vu assez d'images, de peinture, de photographie et de cinéma pour que ça ait laissé quand même un peu d'impression sur mon cerveau. Donc ça... Mais ce qui est dominant chez moi, c'est... Le rythme. Le rythme. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Il y a aujourd'hui, dit-on, 5 milliards d'humains sur cette Terre. On prétend que ce sont nos semblables. 5 milliards. Oui. À peine 2 ou 3 fois moins qu'il n'y a de neurones au-dedans de la petite boîte d'os qui surmonte notre colonne vertébrale. Imaginez cela. Grouillant sous le soleil, suant, gueulant, pissant, écumant. 5 milliards de carcasses qui ne cessent de s'agiter, mouvoir, vouloir et tordre dans les affres. Quand j'étais enfant, il m'arrivait d'imaginer que si ces multitudes innombrables se mettaient d'un seul coup à sauter de haut en bas, la planète parviendrait peut-être, d'une secousse, à s'arracher à son orbite. Je vous vois fort bien trépigner, invoquant le génie de l'espèce qui, bien sûr, jamais ne vous exauça. Douce utopie. La résultante de tous ces efforts, même conjugués, équivaudrait à rien du tout. Une autre fantaisie. Supposez qu'à l'instant même, le genre humain dans sa totalité soit pris d'une frénésie de copulation. C'est un instinct, vous le savez, infiniment plus répandu que celui qui vous conduisait à sauter de haut en bas. Croyez-vous, mon amour, qu'on entendrait alors grincer les ressorts du monde ? L'hypothèse est trop généreuse. Il me paraît que plus de 75% de nos semblables ne possèdent même pas un lit, un sommier. Considérons le problème sous un autre angle. Pensez qu'hier, tandis que nous dînions, 1 milliard au moins de nos semblables, et peut-être plus encore, d'autant qu'il fait en cet hémisphère un doux printemps et dans l'autre un automne certainement flamboyant. Pensez, disais-je, qu'1 milliard au bas mot de nos semblables ont dépensé en fornications diverses une quantité incalculable de calories. Pensez qu'il s'est répandu dans le feu de l'action je ne sais combien de mètres cubes de foutre et autres sécrétions, et que barbotaient dans cet océan des milliards d'animalcules qui, s'ils ont la chance extraordinaire de séduire un rare petit ovule consentant, sont en train en ce moment d'agoniser lentement. Émouvant tableau. Je ne vous le fais pas dire. Des milliards de moitiés d'humains, tous différents, condamnés à demeurer dans les limbes de l'à jamais inadvenu. Et songez encore qu'à l'instant, tandis que nous marchons d'un pas tranquille et devisons aimablement, de toutes parts, il ne cesse d'en gicler, tant et plus chacune de ces moitiés se ruant, aveugle et obstinée, en avant, qui dans un con, qui dans un cul, qui dans un Kleenex. Où allez-vous chercher de pareilles obscénités ? Mais sous nos yeux ! Croyez-vous que j'ai le quart d'un poil de cul de rat d'imagination ? Ce n'est pas mon crâne qui grouille de ces animalcules, mais les rues, la planète entière, les siècles des siècles, chaque seconde du jour et de la nuit. Bah, que nous importe ? Mon amour, il me faut, à défaut de pouvoir réformer votre entendement, au moins corriger votre langage. Ne dites pas que nous importe, dites plutôt qu'en avons-nous à foutre. Soit. Qu'en avons-nous à foutre ? Vous venez d'entendre la brillante lecture par Isée Sorel et Ike Bartlett d'un extrait de Pour en finir avec le genre humain d'Anne Garetta, un étrange dialogue philosophique entre deux amantes déambulant dans Paris, où il est question, d'après la 4e de couverture, de neurones et de bagatelles, de chromosomes et de crabes tourteaux, de charognes et de Chateaubriand, de charité et de codicille, de taupe et de morphine,
de quenottes et de chienneries, de courtisanes et de chrysalides, de gros nounours et ventes du schnock. Voilà, c'est un bouquin assez introuvable comme on dit, mais en réalité il y a toujours moyen de se débrouiller pour le trouver. Plus facile à trouver en tout cas chez votre libraire de quartier indépendant. Je vous conseille bien sûr de découvrir ou de redécouvrir Sphinx, récemment reparu dans la très belle collection L'Imaginaire de Gallimard. Et je signale que sortira très bientôt au Mercure de France un nouveau texte d'Anne Garretta, DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne, où sans aucun doute nous en apprendrons davantage sur les liens entre l'art du mix et la littérature. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre une bonne note sur votre application de podcast préférée, à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, son identité graphique a été créée par Pauline Le Serre, et je remercie Lizzie Breen pour m'avoir aidé avec la miniature de cet épisode. À la prochaine, et d'ici là, faites du cinéma avec un stylo, faites de la musique avec des mots, faites de la littérature avec une caméra, ou inversement. Ciao.